Aujourd'hui, à l'épisode, on reçoit Gabrielle Gauthier-Veillette. Elle est conseillère financière et elle va nous parler d'argent. Si tu te dis « Ah, moi, les finances, ça ne m'intéresse pas, je connais rien là-dedans, j'aime pas ça », cet épisode-là, c'est pour toi parce qu'elle nous explique en détail des concepts, des croyances, des mythes qu'on a derrière l'argent. On regarde avec elle, est-ce qu'il y a des inéquités encore hommes-femmes en 2025? Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Si tu te dis « Bien, il est trop tard pour moi de toute façon, je suis la génération Z où je suis milléniale, puis j'aurais dû acheter une maison avant 2018. » Ben, elle a beaucoup d'espoir à nous donner. Elle a des pistes de solutions, mais aussi des pistes de réflexion. C'est quelqu'un qui est profondément anticapitaliste. C'est quand même assez intéressant comme combinaison, mais qui a également bien appris à jouer avec les règles du jeu. Donc, on regarde avec elle, qu'est-ce qu'on fait avec des enfants? Est-ce qu'on éduque nos enfants à l'éducation? À partir de quand? Qu'est-ce qu'on leur dit? Puis nous, en tant qu'adultes, si on veut devenir responsable, se dire, ben là, j'ai envie d'avoir de la paix d'esprit, j'ai envie que mon budget, ma paye aux 2 semaines, ça soit plus quelque chose de stressant pour moi, puis j'ai envie d'avoir de la liberté, atteindre mes objectifs, réaliser mes projets. Est-ce que c'est possible de voyager, de m'acheter une maison? Est-ce que c'est possible de vivre confortablement? Est-ce que ma retraite, elle va être insécure financièrement? Avec Gabrielle, on va regarder tout ça avec beaucoup de dynamisme puis beaucoup d'humour. Bienvenue au podcast Créer, grandir, soigner. Un espace pour s'inspirer, grandir et se transformer. Je crois que la plus grande forme de liberté réside dans la conscience. Conscience de son monde intérieur, de son pouvoir créateur et de guérison. Ce podcast s'adresse aux esprits avant-gardistes, aux curieux et à tous ceux qui cherchent à créer une vie alignée et pleine de sens. Bienvenue à notre podcast. Allô? Bienvenue, Gab! Merci! Je sais que tu préfères Gab que Gabrielle. Oui, Audrey, t'as bien raison. Je fais ta présentation, je vais lire mon petit carton parce qu'il y a des trucs obligés à dire. Ouais. Gabrielle Gauthier-Veillette, propriétaire du cabinet en assurance de personnes adultes responsables Inc. Oui. Conseillère en sécurité financière et représentante de courtier en épargne collective inscrite auprès de Groupe Cloutier Investissement. Bravo, t'as pas manqué d'air! Exactement, c'était la perfection. Alors, mais surtout, mon long titre. C'est ça, mais surtout humaine passionnée de finances. Ouais, mais de l'humain aussi. Mais de l'humain. Surtout. Parce que ce que tu me disais, c'est que toi, tu as choisi ce domaine-là pour combattre les injustices, pour éduquer les gens, pour empower finalement les gens dans leur propre vie. Redonner espoir aussi, hein, surtout pour les générations futures où on a l'impression que tous les rêves qui étaient accessibles pour les générations précédentes ne le seront plus pour nous. Ouais. Mais je crois qu'au contraire, avec les bonnes stratégies financières et les bonnes connaissances, sky is the limit. Même pas, là, tu sais, on peut dépasser le sky is the limit, mais ça prend des connaissances puis ça prend des bonnes stratégies, par exemple. Oui, puis la raison pour laquelle on t'a invité sur comment on t'a connu, c'est à travers tes réseaux sociaux. Tu as une grande présence de plein de contenus éducatifs et gratuits, là, tu sais, si on peut dire que les réseaux sociaux, s'il y a quelque chose de intéressant là-dedans, c'est ça. Magnifique. Tes capsules sont vraiment intéressantes. Tu t'adresses beaucoup à la jeunesse également. Absolument. L'avenir. Puis, tu parles souvent de comme, tu sais, mettons, quand tu vas commenter des articles de la presse, des dossiers de finances, puis tout, tu vas parler de souvent ce qui sous-tend ça, tu sais, les croyances derrière ça et tout. J'aurais aimé ça qu'on commence par la question comme d'où vient, selon toi, la honte ou le malaise qu'on ressent par rapport à parler d'argent? Je pense qu'il y a un effet culturel dans notre tradition québécoise de né pour un petit pain, ne pas parler d'argent parce que les riches, ils sont, tu sais, on a un peu de haine envers les riches, on les admire pas nécessairement, on a l'impression qu'avec les injustices, les inégalités sociales, ben ça fait juste empirer. Fait que je pense que de là aussi, avec plusieurs années comme ça dans l'histoire où on ne discutait pas d'argent, que c'était un tabou, mais même si aujourd'hui on essaie d'en discuter, ça risque inconsciemment, dans la conscience collective, on a encore ce genre de blocage mental-là. Juste, tu sais, qui va jaser de budget dans leur souper de famille ou d'assurance dans leur souper de famille? Parler de salaire. Je mets ça dans la même branche que la politique, les sujets qui sont évités dans les réunions familiales, alors que pourtant, ben, l'argent, c'est un sujet qui touche tout le monde, peu importe nos valeurs, peu importe notre milieu social, peu importe où est-ce qu'on veut se rendre dans la vie, qu'est-ce qu'on veut accomplir, nos objectifs, il y a tout ça qu'on a en commun, tout le monde, c'est l'argent, puis ça, peu importe on est où dans le monde, là. Puis qu'est-ce qui a fait que toi, tu as commencé à t'intéresser à ça? Bien, moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu changer le monde. Moi, avoir une maison, des enfants, ça n'a jamais fait partie de mes rêves à moi. Depuis que je suis toute petite, les injustices, ça m'a toujours vraiment affectée, puis au point que ça me mettait même en colère, là. Même si les gens essaient de me ramener à la raison, moi, dans ma tête, c'était pas
logique qu'il y ait autant d'injustice. Fait que quand j'ai commencé ma vie d'adulte, ben, j'étais allée étudier en art visuel où j'ai appris l'importance de ne jamais faire comme ce qui avait déjà été fait. Les courants d'art qui venaient justement faire le contraire de tout ce qui était accepté par la société. Après ça, ben, j'étais allée étudier en droit à l'UDM. Ben, je me disais, ben, s'il y a bien quelque chose qui va changer le monde, c'est le droit et la politique. Ouais, les lois et tout. Mon premier cours en droit, le professeur, il commence le cours, puis il dit, bon, tous ceux qui sont là pour la justice, faire la part entre le bien et le mal, oubliez ça, ça n'existe pas. Wow! J'étais à la bonne place, moi, là, tu vois? Fait que, tu sais, j'ai fait quand même quelques temps là-bas, puis au final, je me suis vraiment rendu compte que c'était l'argent qui mène le monde, hein? Ouh, surprise! Et donc, si je veux changer le monde, ben j'ai pas le choix de fonctionner avec de l'argent puis de passer à travers ce qui contrôle le monde, c'est-à-dire l'argent. Et de là, j'ai parti adulte responsable, que notre mission, c'est de combattre les inégalités sociales par l'éducation financière. Tantôt, tu parlais que les médias sociaux, c'est gratuit, mais même nous rencontrer, c'est gratuit aussi. Puis ça, j'y tiens mordicus. C'est vraiment avec des ententes qu'on a auprès de plein de compagnies, assurances, placements, hypothèques, whatever, qui viennent nous payer selon mais avec des commissions selon les produits qu'on propose à nos clients. Fait que ça aussi, c'est vraiment important pour que ça reste accessible, selon moi. Sinon, comment est-ce qu'un étudiant qui aurait 40 $ pour manger cette semaine prendrait son 40 $ pour venir me payer, moi, pour que je l'aide à sortir de cette situation-là? Ça serait complètement absurde. Oui. Puis, est-ce que tu trouves qu'on est suffisamment éduqué? Tu sais, quand tu reçois des clients, mettons, au début, là, est-ce que tu trouves qu'on est assez éduqué sur les finances au Québec? Non, c'est le néant total. Puis, je pense pas qu'il y ait de la faute des gens en soi, mais je pense que notre cursus scolaire devrait être vraiment revu, pas juste au niveau des finances, mais sur plein d'autres domaines. J'imagine que même toi, tu aurais des choses à ajouter par rapport à ton domaine, à toi, avec le cursus scolaire qu'on a présentement. Selon moi, là, les finances, c'est une autre langue, tout simplement. Ouais. Si en première année du primaire, on est capable d'apprendre l'anglais, on est absolument capable d'apprendre comment ça fonctionne, les principes de base pour les finances. Oui. Puis au final, ben, ça fait que je rencontre des gens qui ont 45, 60 ans, que je leur parle d'intérêts composés, puis ils me regardent en voulant dire de quoi tu me parles, là, toi, là? J'ai jamais entendu ça. Et pourtant, c'est une notion si simple à comprendre et qui a un impact tellement majeur sur les résultats qu'on peut avoir au niveau de nos finances dans une vie. Oui. C'est quoi les intérêts composés, mettons? Ça, c'est l'effet boule de neige. Donc, c'est quand on va générer de l'intérêt sur l'intérêt sur l'intérêt et vice-versa. Tu sais, au secondaire, on apprenait sin, costan, ces affaires-là. Oui. Il y avait la petite courbe là, qui faisait ça. Bon. Ah oui, oh my God. Mais bad cette memories. Petite courbe-là, exactement. Ben ça, au moins, c'est une good memories quand tu l'associes à l'intérêt composé parce que c'est vraiment un effet exponentiel et le facteur qui a le plus de résultats, qui va avoir le plus d'impact sur le résultat qu'on va avoir avec l'intérêt composé, c'est jamais la quantité d'argent qu'on met de côté, c'est plutôt le temps qu'on laisse cet argent-là travailler dans nos investissements. Oui, puis c'est pour ça que tu dis que c'est accessible à tout le monde. Absolument. Que tu mets 10 piastres ou 100 piastres. Absolument. Il faut juste commencer le plus rapidement possible. Puis dans la vie, même si tu voulais, partir en voyage en Thaïlande, si tu sais pas c'est où tu t'en vas, puis comment tu t'en vas là et d'où tu pars, bonne chance. Tu vas pas y aller. Et voilà. Fait que c'est la même chose avec les finances. Si on a un rêve, un objectif, il faut qu'on analyse où est-ce qu'on est présentement, comment qu'on va faire pour se rendre jusque-là, puis où est-ce qu'on veut se rendre aussi. Oui. Est-ce que tu remarques qu'il y a une différence dans les comportements financiers entre les hommes et les femmes ou dans les croyances? Oui, absolument. Les femmes, on est extrêmement généreuses. Ça en est quasiment malaisant des fois quand je suis obligée de dire à mes clientes, là, correct, là, arrête de prêter de l'argent à ton chum. Là. Je pense qu'il est capable d'aller travailler puis de faire ses affaires. Fait que je trouve qu'au niveau des femmes, nous autres, l'argent, c'est pas vraiment comme un bien à accumuler, c'est plus quelque chose à distribuer pour faire du bien aux gens autour de nous, préserver nos relations, notre indépendance, notre liberté. Ah, c'est comme social, relationnel. Exactement. Genre. Alors que les hommes, c'est beaucoup plus matériel, selon moi. Le but, c'est de plus flasher, avoir le gros char, impressionner les autres hommes, en fait, pas les femmes. Puis je dirais aussi le côté partage d'argent pour les hommes, de ce que je constate. On s'entend, je ne suis pas une scientifique qui a étudié avec un échantillon et tout le tralala, là, mais de ce que je constate avec mon expérience, c'est que les hommes ont beaucoup de difficultés avec le concept de
partager au prorata les finances dans le couple et les dépenses dans le couple, cotiser dans le REER de madame conjointe pendant qu'il est en arrêt de maternité, en congé de maternité, parce qu'il n'y a pas de cotisation RRQ ou whatever qui est faite pendant ce temps-là. Mais ça, c'est un concept qui est très difficile à aborder, qui apporte énormément de tension, alors qu'au final, quand tu es en couple avec une personne, ton but, c'est de te rendre à la même place avec elle, là, passer ta retraite avec, etc. Fait que pourquoi est-ce que tu verrais ça d'un mauvais œil de vouloir l'aider, cette personne là à atteindre le même objectif que le tien, puis qu'au final, elle ne soit pas obligée de quitter quand elle va avoir 80 ans son chum pour aller boire un petit café avec ses amis au Tim Hortons, là, tu sais. Oui, mais dans le fond, peu importe la croyance, que ça soit un bien que j'accumule pour moi ou l'argent, ça me sert socialement, mettons, ou dans mes relations, on n'est pas dans une optique de faire un couple comme une business, finalement. Ça nuit aux deux. Ben, en vrai, c'est qu'on devrait vraiment avoir la vision que, OK, maintenant, on est un couple, on n'est plus deux personnes, on est une entité financière, une entreprise. Puis, à ce moment-là, ben, s'il y a un côté de l'entreprise qui ne performe pas bien, ben, ça va avoir un impact quand même, finalement, sur l'autre côté de l'entreprise. Fait qu'au final, aussi bien travailler ensemble pour nous aider, nous épauler mutuellement, nous faciliter la vie aussi, peut-être répartir des charges qui, normalement, si on était seul, ça nous coûterait beaucoup plus cher, comme les loyers. Ouais. Fait que, tu sais, être en couple, en fait, c'est un travail d'équipe, puis pas juste relationnellement parlant, mais aussi financièrement parlant. Là. 100%. Puis est-ce que tu vois des croyances, mettons, qui reviennent dans tes rencontres que tu dois démystifier avec les personnes par rapport à l'argent en général? Ben oui, en fait, il y en a beaucoup qui... en fait, leur vie tourne autour de l'argent, puis... C'est normal parce que c'est vraiment une source qui cause une source d'anxiété majeure au Québec, l'argent avec le coût de la vie, etc. Mais je trouve que ça les limite énormément de voir, tu sais, de pouvoir rêver à autre chose. Tu sais, quand tu fais juste penser à l'argent, ben tu oublies de penser à où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu te sens aujourd'hui. Fait qu'au final, l'argent, c'est pas une finalité. L'argent, c'est un outil pour atteindre la finalité qui est l'objectif que tu veux. Fait que souvent, je trouve qu'il y a des croyances limitantes par rapport à ça. Puis il y en a beaucoup aussi, tu sais, qui pensent qu'investir, c'est juste pour les riches, mais c'est tellement pas ça. Puis souvent, les gens vont aussi avoir en tête, par exemple, la bourse, c'est comme The Wolf of Wall Street ou le crash boursier de 1929. One minute papillon, on est en 2025, là. C'est pas toute la même affaire. Fait que souvent, je dois déconstruire aussi ce mythe-là qu'investir à la bourse, c'est vraiment risqué, c'est que pour l'élite, c'est que pour ceux qui connaissent vraiment ça. Puis, ben, une fois que ce mythe-là est un peu déconstruit, ben après, ça va super bien pour mes clients, puis ils ont vraiment plus confiance en eux parce qu'ils ont les connaissances nécessaires pour être capable de réaliser que, ben non, finalement, c'est pas vrai que c'est si risqué que ça. Oui. Mais ce serait quoi les bases, mettons? Quelqu'un qui dit, tu sais, je vais me remettre mes finances en ordre, j'imagine que ça commence par faire un budget. Genre. Aller au casino. Non? Motadine. Ouais, c'est vrai, c'est moi qui donne des conseils, là. Hein, ben, je te dirais la première chose. Cet épisode est commandité. Oui, commandité par l'Auto Québec. Non, mais si jamais ça vous tente, l'auto. Fait que, non, c'est ça, je te dirais, première étape, ben, déjà, d'aller chercher de l'aide. Je sais que ça a l'air bizarre, là, parce que quand on parle de nos finances, on dirait qu'on n'ose pas aller chercher de l'aide parce que c'est encore un sujet tabou, etc. Mais souvent, quand ça va pas bien, nos finances, c'est qu'on a vraiment besoin d'un avis externe, une vision objective de ce qui se passe. Parce que quand on est dans nos propres finances, souvent, on est plus dans le côté émotionnel que rationnel. Ouais, les peurs. Oui, ou même juste le fait qu'on n'a pas toutes les connaissances nécessaires, bien, parfois, on peut avoir l'impression qu'on ne pourra jamais s'en sortir. Mais en vrai, c'est juste qu'on n'a pas les connaissances pour nous permettre de croire qu'on va être capable de nous en sortir. Fait que la première étape, c'est d'aller chercher de l'aide, une vision externe. Deuxième étape, je sais que ça va être plate, là, ce que je vais dire. Faites vos budgets! Ouais. C'est quoi faire un budget? Un budget, là, c'est rentrer toutes les sources de revenus qui te permettent, en fait, de vivre. Là. Ton salaire, tes allocations familiales. Si tu travailles comme un travail autonome, on the side, ben, ça aussi, tu rentres ça là-dedans. Puis, c'est d'enlever ensuite toutes les dépenses, qu'elles soient des besoins essentiels, qu'elles soient épargne assurance ou qu'elles soient des loisirs. Puis, au final, ben, ça va vraiment t'indiquer si tu as une bonne santé financière ou non. Parce que si tu arrives dans le gros négatif à moins 1000 par mois, red flag, faut que tu fasses de quoi, mon ami, là. Ouais. Autant que si tu arrives dans le super gros positif, ben là, clairement, tu as de l'argent pour investir, là, il est temps, là. Hein? Ouais. Fait que faire son budget, c'est vraiment comme une photo, un portrait de ce qui se passe en ce moment, de où on est. Ouais. Puis après ça, ben, ça va être d'établir nos objectifs à court, moyen, long terme pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Puis une fois qu'on a nos objectifs d'établis, ben là, c'est d'établir des stratégies
pour qu'on puisse avoir l'itinéraire pour se rendre jusqu'à notre destination. Oui, puis c'est à refaire, le budget. Absolument. Mon ben conjoint et oui. moi, on le refait à chaque année, au mois de février, parce que les besoins changent, oui. les revenus peuvent changer. Tout à fait. Puis, tu sais, c'est pas vrai qu'un budget, ça doit être fait à tous les semaines à la scène presse. S'il vous plaît, passez votre énergie à d'autres choses de plus importantes. Mais c'est vraiment juste un guide, comme une direction, un peu voir est-ce qu'on est sur la bonne voie ou est-ce qu'on devrait retravailler sur certaines choses. Puis, c'est un outil aussi, évidemment, qui va évoluer avec le temps. Qu'il y a des enfants, la famille, il y a une séparation aussi. Fait que c'est un peu comme ton ADN financier, ton budget. Oui, moi, j'ai souvent entendu... Tu sais, moi, j'ai une conseillère financière, on a des comptables et tout, tu sais, puis tant pour mon entreprise que dans ma vie privée. Puis j'ai souvent entendu, tu sais, des gens qui disent « Ah, mais moi, ça vaut pas la peine, j'ai pas d'argent anyway », tu sais. Qu'est-ce que tu dirais à ça? Viens nous voir, on va t'en libérer des liquidités. Ouais, c'est ça. Moi pour mon dire, il y a toujours quelque chose à faire. C'est juste que quand on est dedans, puis qu'on est dans nos émotions, des fois, on n'a pas le rationnel assez puissant pour nous dire « OK, ouais, peut-être que je pourrais couper mon Netflix ce mois-ci, ça ne sert à rien. » Mais moi, je me gênerais pas, là, je passe dans ton budget, puis si je vois que tu payes 5 $ de trop comparé à tous les autres budgets que j'ai vus pour ton téléphone cellulaire, je vais te le mettre en jaune, puis tu vas magasiner ton téléphone. Parce qu'à coût de 5, 10, 15 $, ben au final, ça fait beaucoup d'argent qu'on peut utiliser plus stratégiquement pour d'autres choses qui vont avoir des impacts beaucoup plus importants sur la destination à laquelle on veut se rendre. J'ai l'impression que quand tu parles, ce que j'entends, c'est les mêmes limites qu'on peut entendre à quelqu'un qui voudrait pas aller consulter, ou qui aurait peur d'aller consulter. Absolument. Il y a de la honte là-dedans, il y a des croyances aussi de « j'en vaux pas la peine finalement » ou « il y a rien à faire pour moi ». Je pense que c'est la même chose aussi avec la santé physique. La santé physique, la santé mentale puis la santé financière, elles sont interreliées. S'il y en a une des trois qui sac le camp, les deux autres vont suivre, ça sera vraiment pas long. C'est tellement vrai. Puis autant quelqu'un qui serait pas en forme physique, qui voudrait aller au gym, ben, serait peut-être gêné d'y aller, puis il serait peut-être pas capable d'aller chercher de l'aide avec un coach pour l'aider, des choses comme ça. Mais c'est la même chose avec la santé mentale. Quelqu'un qui a des pensées noires puis qui n'ose pas aller en discuter avec un professionnel, ben on sait qu'est-ce que ça peut donner comme résultat catastrophique. Même chose avec les finances. Est-ce que tu vois des liens, justement, entre détresse émotionnelle puis comportement financier? Absolument, absolument. Souvent, l'argent, ça va être un échappatoire. Acheter des choses donne un boost d'adrénaline, de sérotonine, d'endorphine. On est bien pendant quelques instants, mais c'est jamais une solution à long terme. Fait que souvent, les gens vont essayer de, je pourrais dire, fuir leurs problèmes en se sauvant dans l'achat de bébelles, de choses inutiles, ce qui, au final, va leur causer encore plus de problèmes. Fait que c'est comme un cercle vicieux. Fait que si la santé mentale va pas bien, c'est sûr qu'il va y avoir des répercussions sur le budget, sur l'argent que tu vas être capable de mettre de côté, parce que ça se peut que tu aies besoin de sortir plus souvent de chez vous pour t'aérer l'esprit, que tu fasses des décisions impulsives parce que tu as besoin de te sentir en vie. Mais au final... c'est pour ça que je dis tout le temps, la santé mentale, la santé physique puis la santé financière, c'est interrelié. Si j'ai un client qui va pas bien mentalement, c'est un des sujets que je vais discuter avec lui, puis je vais justement m'assurer qu'il y ait les contacts nécessaires pour régler ses problèmes de côté santé mentale et même santé physique aussi. Oui. Je sais que justement, tu sais, ça, c'est une partie de la clientèle que tu as, des personnes qui ont eu des enjeux de santé mentale. Tu sais, dans un contexte notamment de bipolarité, par exemple, on va avoir des périodes d'excès financier, par exemple, ça fait partie des TPL et tout, le trouble de personnalité limite. Absolument. Puis là, souvent, tu vas avoir ces personnes-là qui ont des enjeux de santé financière. Et un autre des thèmes pour laquelle tu t'intéresses vraiment, c'est tout ce qui est violence dans un contexte conjugal. Puis on sait que la violence financière, c'est souvent imbriqué. Oh mon Dieu, oui. Puis même, je dirais, il y a plus souvent de santé, de violence financière qu'il y a de violence physique ou même mentale. Puis c'est parce qu'on s'en rend pas compte. Dans notre tête, la violence, c'est que physique ou mentale. Mais c'est pas vrai. La violence financière, ça a un impact majeur sur tellement de sphères de notre vie. Si on n'a pas le contrôle de notre argent, ben c'est une forme de coercion, notre liberté, le pouvoir de quitter notre relation parce qu'on n'est plus bien puis qu'on n'est pas obligé de rester avec cette personne-là parce que financièrement, on va se ramasser à la rue sinon. Tu sais, fait que la violence financière, ça peut
porter différents chapeaux, honnêtement. Ça peut être quelqu'un qui demande de l'argent tout le temps, constamment, puis l'autre personne n'est pas capable de dire non. Ça peut être quelqu'un qui vole littéralement de l'argent ou prend la carte de crédit de l'autre personne sans lui dire. Ça peut être quelqu'un qui cache des choses. Là. Ça va bien, t'inquiète pas, mais au final, il y a 300 000 $ de carte de crédit de dette. Là, t'sais. Fait que ça aussi, c'est une forme de violence financière, de cacher des choses à l'autre personne avec qui on partage notre vie. C'est une entreprise. Si, je sais pas, le département marketing communique pas avec le département de comptabilité, ça se peut qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe pas comme du monde. Là. Oui. Puis la clé, finalement, toi, ce que tu dis, c'est de commencer par s'éduquer, de se dire comme, je remarque qu'il y a peut-être des signes de violence financière ou en tout cas que ma santé financière n'est pas en bon état. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Puis, tu sais, je vais peut-être sonner un peu méchante là, comme ça, mais moi, ça m'est déjà arrivé de dire à des clients, il est temps que tu t'en ailles. Là. Ça va vraiment pas. Là. Autant que la santé mentale, physique, sacré le camp, mais je le vois aussi dans les finances que ça va pas. Là. Fait qu'à un certain point, oui, peut-être que t'en aller, ça va te coûter cher, ça va te faire un coût dans tes finances. Mais quand ta santé mentale va aller mieux, par exemple, watch out le reste, ça va tout reprendre et même plus. L'argent, ça vient, ça part. Hein? La santé mentale puis physique, par exemple, ça, c'est pas mal plus difficile. Oui, je suis d'accord. Je le vois vraiment comme une énergie, moi, absolument. L'argent. C'est où est-ce que tu places ton énergie, ben, ça va te revenir. C'est un outil pour atteindre tes objectifs. Oui. Est-ce que tu trouves que notre système est juste par rapport à la différence? Même pas fini de poser la question. C'est une question rhétorique. Ben, on a déjà beaucoup d'inégalités systémiques au niveau, par exemple, du RRQ. Quand les femmes sont en congé de maternité, il n'y a pas de cotisation RRQ qui est fait pendant qu'on est sur le RQAP. C'est quoi le RRQ? RRQ, c'est Régime de rente du Québec. C'est les programmes gouvernementaux pour les prestations de retraite qu'on va avoir plus tard. Fait que pendant que tu es en congé de maternité, tu n'accumules pas de l'argent qui va te servir à ta retraite plus tard. Exact. Mais on a certaines semaines de congé de maternité qu'on est obligé de garder, qu'on ne peut pas partager. Et notre conjoint, ben lui, il peut en avoir s'il veut, mais je pense que c'est 16 semaines qu'on est obligé de conserver de notre côté. Mais ça, c'est pendant 16 semaines qu'on ne cotise pas notre RRQ pendant que le conjoint le fait. Ouais. Fait que déjà là, violence systémique au niveau financier. Oui, dans un contexte, il n'y a pas le choix, effectivement. Absolument. Fait que ça, sinon aussi, quand on voit les dernières statistiques, les femmes à la retraite ont 30 % moins de revenus que les hommes et pourtant, on vit beaucoup plus longtemps que les hommes. Ce qui fait que des femmes âgées, dans la précarité financière, on en voit de plus en plus. Puis je pense pas que c'est prêt de s'arrêter, surtout considérant que nous, les femmes, ça fait si peu de temps qu'on peut s'ouvrir un compte chèque sans avoir la signature de notre conjoint. Ça fait combien de temps? Ça fait même pas 100 ans. Je pense que c'est des années 50 ou 60. Là. C'est vraiment assez hallucinant. Fait qu'il y a quand même beaucoup de progrès à faire. T'sais, oui, on en a fait énormément, mais il faut pas se contenter uniquement de ça. On peut penser aussi aux inéquités salariales. Même si on dit, ben oui, tout le monde gagne le même salaire. Récemment, il y a un article de la presse qui est sorti qui faisait la comparaison entre les stages rémunérés puis les stages non rémunérés. La majorité des stages qui étaient non rémunérés, c'était dans des domaines qui sont majoritairement féminins. Ouais. Puis il y en a beaucoup dans les commentaires qui disaient « Ben non, c'est juste entre le public puis le privé, la différence en vrai. » Ben non. Non, je te confirme que non, là. C'est pas vrai, parce que nous, quand on prend des stagiaires ici, on sont payés, c'est sûr, c'est contre nos valeurs d'entreprise. Puis il y a des universités qui nous interdisent de rémunérer les stagiaires. Hein? Puis pourtant, ils sont quand même là pour... Oui, on les forme, on les aide, mais ils nous aident aussi, au final. Puis tout le monde est gagnant quand ils sont capables de bien vivre, puis pas obligés de travailler 4 autres jobs en même temps, de faire leur stage, puis qu'ils arrivent brûlés, puis que tout ce qu'ils apprennent, ça leur sort par l'autre oreille parce qu'ils sont brûlés raides, là, tu sais. Oui. Puis, comment est-ce que, tu sais, on se dit, mettons, là, que je m'éduque, là, je fais face à ces inéquités-là systémiques, là, auxquelles je peux rien, puis tout ça. Je commence à prendre soin de mes finances, puis tout ça. Comment est-ce qu'on peut faire la paix avec ces erreurs financières passées? Tu sais, c'est comme, là, on consulte, là, on se dit... On consulte, mais je trouve que c'est une forme de consultation. Moi, j'appelle ça une consultation. C'est une relation d'aide, finalement. Absolument. On n'est pas là juste pour des chiffres puis des signes de dollars, là. On est là pour l'humain derrière avant tout. Moi, j'ai dit tout le temps à mes clients, les finances, c'est pas juste une série de chiffres avec un signe de dollar à la fin. C'est des rêves, des projets, des émotions, de l'anxiété. C'est de ça qu'on va discuter en premier. Ben, je dois apprendre à te connaître plus que ta famille puis tes amis.
ami pour pouvoir te recommander qu'est-ce qui va être le mieux pour toi au niveau financier. C'est ça. Puis, tu sais, mettons là, qu'on a des grosses dettes, là, on a fait on a vécu des situations difficiles, un divorce qui a été onéreux, des choses comme ça. Est-ce que c'est possible de s'en remettre? Absolument. Il faut juste pas pelleter le problème à plus tard. Y faire face le plus rapidement possible. Le temps, c'est vraiment notre ami dans ce temps-là, notre allié. Puis, moi, je dis tout le temps, c'est pas une erreur si tu t'arranges pour que ça soit un apprentissage. Même chose avec les finances. L'argent, ça vient, ça part. La santé mentale et physique, par exemple, beaucoup plus difficile. Sois douce envers toi-même. On n'apprend pas ça à l'école. On apprend Pythagore, l'algèbre, les compas. Moi, je passe ma vie à mesurer des angles droits. Là, je me réveille le matin, là, c'est ma passion. Là, je regarde mon mur, je suis comme « Oh, Pythagore! » Mais tu sais, c'est un peu absurde parce qu'on est complètement déconnecté du réel besoin qu'on a qui est savoir comment ça fonctionne, nos finances, pour ensuite être capable de réaliser n'importe quel rêve dans n'importe quel domaine, n'importe quel secteur. Oui. Mais est-ce qu'on est obligé d'être intéressé par... Tu sais, parce qu'il y a une part de moi... Ma question, c'est comme... Ça fait partie d'être... Ton entreprise, ça fait adulte responsable, ça fait partie d'être adulte. Est-ce qu'on peut développer cet intérêt-là vers les finances? Je pense que oui, comme n'importe quoi dans la vie. C'est surtout comment que le sujet est apporté aussi qui fait une grosse différence. Moi, je me souviendrai toujours la première fois que j'ai rencontré un conseiller en sécurité financière quand moi, je faisais pas ce travail-là. Hey, complet, veston, cravate, protocolaire. Moi, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, cet enfant-là? Il me parlait, je comprenais rien, je focusais juste sur son complet veston. J'étais comme, ça coûte combien, cette affaire-là, d'après toi, tu sais? Mais ça, tu vois, le message, il n'est pas passé parce que c'était pas la bonne méthode de communiquer pour moi. Puis je me rends compte qu'il y a plein d'autres gens comme moi, en fait. Ça se magasine, en fait. Exactement. Puis c'est comme n'importe quel mécanicien ou médecin, il va tout le temps en avoir des bons, il va tout le temps en avoir des moins bons. Fait qu'après ça, ben essaye, magasine, tente des choses. Puis la personne avec qui tu as la meilleure relation, ben au final, ça devrait être vers celle-là que tu vas aller faire affaire avec elle parce que tu vas être pogné avec cette personne-là jusqu'à la fin de tes jours. Hein? Fait que si ton monsieur cravate veston te donne pas trop envie d'aller le voir, là, ben là, tu vas être encore avec lui pendant... une couple de décennies, là. C'est ça. Fait que c'est vraiment une relation de confiance à la base. Moi, j'ai tout le temps aussi à mes clients, je deviens ta partenaire d'affaires pour tes finances. Fait que si tu veux me texter parce que là, cette semaine, t'es allé de magasiner, mais t'es full fière parce que tu t'es retenu de respecter ton budget, let's go, man! Texte-moi ça, puis je vais t'envoyer un gros wouhou! Parce que c'est une victoire pour moi aussi. Au final, on est en train de réapprendre comment avoir une relation saine avec l'argent sans se sentir coupable d'avoir fait des petites... Puis au final, ben, l'important, c'est vraiment de toujours être doux envers nous-mêmes parce que on est juste des molécules puis des atomes sur une roche qui flotte dans l'univers. Oui. Je remarque que souvent, en relation d'aide, les professionnels en relation d'aide n'ont pas d'intérêt envers leurs finances. Puis c'est pas rare là, de voir, il y a même des statistiques par rapport à ça là, chez des psychiatres là, qui font faillite, tout ça, alors que c'est des gens qui ont vraiment des gros revenus. Après, bon, les professionnels en relation d'aide en clinique privée, c'est pas, même si ça coûte 150$ à la psy et tout, c'est pas des gens qui roulent sur l'or. Mais souvent, je le vois chez tous les thérapeutes dans mes entreprises et tout, il y a beaucoup ça que j'entends. « moi, ça m'intéresse pas, ça, je connais pas ça. » Puis c'est pas des gens qui sont stupides, là, ou qui ont pas de compétences ou de connaissances nécessaires pour arriver à comprendre. Ils sont vraiment éduqués. On parle de doctorat, de maîtrise et tout. Puis, tu sais, il y a comme un malaise là, de demander 150$, 140$ pour ses honoraires. On se sent mal à l'aise d'être payé pour son travail. Ça vient d'où, ça? Bien, je pense qu'on a tout le temps peur de demander notre réelle valeur parce que dans notre tête, nous, on vaut ça, mais peut-être pas dans les yeux des autres. Mais en vrai, si la personne est prête à venir te voir, te rencontrer puis payer ce montant-là, c'est parce qu'elle y accorde la même valeur que toi, tu y accordes aussi. Après ça, si ça fait pas son affaire, qu'elle trouve ça trop cher par rapport à ce qu'elle reçoit, qu'elle aille ailleurs. Mais oui. Ben oui, c'est ça. Fait au final, je pense que c'est vraiment d'accepter le fait que ce qu'on vaut, on vaut vraiment ça, là. Ouais. Puis après ça, si ça fait pas l'affaire des autres, ben qu'ils s'en aillent ailleurs, c'est tout. Puis est-ce que tu penses que c'est lié avec l'estime de soi, mettons, sa valeur personnelle et tout?
Ben oui. C'est la façon qu'on se perçoit en tant qu'humain. Ben oui, ben les finances, c'est le reflet de ta vie, en vrai. Hein? Si ça va pas bien dans ta vie ou si tu as pas confiance en toi, ben clairement que tu n'auras pas nécessairement des stratégies financières qui vont représenter quelqu'un qui a confiance en lui, tu sais. Fait que je pense qu'il y a quand même aussi un volet de développement personnel, développement de l'humain à travers les connaissances qu'on acquiert en finance. C'est ça qui est beau, en fait. C'est pas juste un développement au niveau des finances, mais c'est aussi un développement envers l'humain, sa relation envers l'argent, qui est un outil. Puis, non, moi, je trouve ça beau de voir des clients, des fois, qui ont commencé, il y a 8 ans, ils étaient sur le bord de faire faillite. Puis là, aujourd'hui, ils ont leur belle maison, 2 enfants. Et puis, tu sais, même eux, ils n'en reviennent pas. Ils sont comme, mon Dieu, c'est fou en si peu de temps. Un petit pas à la fois, changer ton mindset, ta vision par rapport à ça, être doux envers toi-même, bien, ça peut te rendre assez loin assez rapidement. Quand on faisait nos recherches là, pour préparer l'entrevue avec toi, je suis tombée sur un thème de dysmorphie financière. Oh mon Dieu, oui. J'aurais aimé ça que tu nous en parles un peu. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, surtout Absolument. par rapport à la génération Z. Là. Ah, puis pas juste la génération Z, je te dirais. La dysmorphie financière, là, c'est... Quand on s'imagine... Ben, c'est un peu comme avec le corps, hein? On se regarde dans le miroir, puis on s'imagine comme si on était sur le bord de mourir de notre obésité, genre, alors qu'en réalité, c'est que notre perception de notre image. Mais c'est un peu la même chose avec les finances, surtout avec tous les médias sociaux, puis les influenceurs qui vivent au-dessus de leurs moyens. Puis c'est pas un secret, ou peut-être que c'est un secret, mais la majorité des influenceurs vivent au-dessus de leurs moyens, ce qui fait en sorte que ça laisse présager aux auditeurs que c'est possible pour eux aussi d'avoir ce style de vie-là. Mais c'est une dysmorphie financière. Si vous alliez vraiment voir leur compte, vous verriez que la moitié des choses qu'ils vous affichent, ils se sont toutes fait donner ça. Essaye de les acheter après, par exemple. Oui, je sais. Tu vas juste chez Sephora, là, puis tu vois des jeunes filles de jeune vingtaine, le panier Drunk plein. Là, je suis comme, ça coûte cher du maquillage. C'est 50 un tube de rouge à lèvres. Là, je calcule dans leur panier, je suis comme... Oui. Mais moi, j'ai une règle que j'aime bien appliquer avec presque tous mes clients, puis c'est la règle 50-30-20. 50% de ton argent qui rentre dans ton compte chèque devrait être alloué à tes besoins essentiels, genre loyer, nourriture, hydro, etc. 30% devrait être alloué à tout ce qui est épargne et assurance. Fait quand même un gros chunk. Une bonne part, là. Puis le 20% qui reste devrait être alloué à tes loisirs. Après ça, qu'est-ce que tu fais dans tes loisirs? You choose. Puis si tu n'as pas dépensé ton 20% ce mois-ci, ben le mois d'après, il t'en restera un petit peu plus. Là. Fait que ça nous permet aussi de se sentir un petit peu moins mal de « Ah, mais là, j'ai dépensé... » Pas grave, ça fait partie de ton 20%. Fait que ça nous ramène dans une relation... Pareil comme quand on mange, hein? Ouais. Quand on mange, là, si tu manges du McDo à tous les jours, ça ira pas bien. Mais une fois de temps en temps, c'est pas grave, c'est prévu dans ton apport calorique du mois, là, tu sais. Fait que c'est un peu le même concept aussi avec ça. Puis c'est quoi les conséquences psychologiques chez les personnes qui vivent avec la dysmorphie? C'est pas un vrai terme diagnostic, là, mais la dysmorphie financière, tu sais, de croire que je devrais être en mesure de faire des voyages, de m'acheter de la mode, de consommer, je sais pas, de la techno, peu importe, tu sais. Bien, je pense qu'on pourrait le diviser en 2 volets. Fait qu'il y a un volet de gens qui essayent de suivre ça, puis qui, au final, leurs finances, ça va vraiment plus parce qu'ils se sont super gros endettés. Puis il y a l'autre volet qui se dit, ben je devrais être capable de faire ça, mais qui le fait pas, puis qui se martèle la tête parce qu'il le fait pas. Oui, donc eux, leurs finances sont pas affectées parce qu'ils le font pas, mais ils disent, j'ai pas les leur moyens. Mental, par exemple, ils se sentent tout le temps en retard. Ils se sentent... mais se comparer aux autres, là. Tu le sais autant que moi que ça sert absolument à rien, là. On est, 8 milliards d'humains sur Terre? Il y en a pas un qui est pareil, je te l'affirme. Même mes frères jumeaux sont pas pareils. Fait qu'au final, arrête de te comparer aux autres. On vient pas du même endroit. On n'a pas eu les mêmes occasions, opportunités. Certains ont des privilèges plus que d'autres. On s'en va pas tous à la même place. On n'a pas toutes les mêmes valeurs. On n'a pas tous le même budget. On n'habite pas tous au même endroit. Hein. Toi, tu habites à Montréal. Ben, je t'assure que moi, ça doit me coûter la moitié de ce que tu payes à tous les mois pour la même affaire à Trois-Rivières. Fait que, tu sais, chaque personne a une réalité tellement différente qu'essayer de s'inspirer de celle des autres pour la copier ou faire exactement pareil parce qu'on pense que c'est ça que la société attend de nous,
jamais une bonne idée. Oui. Puis c'est là la partie que je trouve ça l'amène d'investir dans sa valeur personnelle, c'est de se recentrer puis de dire, ben moi, c'est quoi mes besoins? Qu'est-ce que moi, j'ai envie? Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? C'est-tu d'avoir la grosse maison aseptisée avec des armoires que si tu mets ton doigt dessus, après ça, il faut que tu le nettoies parce que... Ou bien, au contraire, c'est d'avoir une petite maison bien tranquille qui coûte pas cher. Mais par exemple, tu peux voyager plusieurs fois dans ton année parce que justement, ça te coûte tellement pas. Ouais. Mais après ça, si tu compares la petite maison comme ça avec la personne qui voyage, une autre affaire avec la grosse baraque, bien là, qui est mieux? Il n'y en a pas, là. Chaque personne est différente, là. Fait qu'attends-toi pas d'avoir les mêmes résultats puis de viser les mêmes choses que ceux que tu vois sur les médias sociaux. Au final, c'est pas ta vie là, qui mène, les autres, là, c'est la leur, là. C'est tout. Oui. Est-ce que tu trouves que la génération Z, mettons, la génération qui commence là, dans l'univers des finances en ce moment, ont un regard différent sur l'argent que les générations précédentes? Oui, puis pas juste la Z, là. Je pense aussi, même les millennials aussi, on a quand même... Génération Alpha qui s'en vient. On a souvent vu nos parents, les générations d'avant, travailler à quasiment s'en tuer là, pour être capable de nous offrir de l'école, les sports parascolaires, etc. Mais au final, nos parents faisaient rien, ils vivaient pas, ils faisaient juste travailler, faire le taxi, payer des choses. C'était leur manière pour eux de nous aimer, de nous montrer qu'ils sont là, de nous donner toutes les chances qu'on a dans l'univers. Mais là, nous, je pense qu'on arrive à un moment où on se rend compte qu'il n'y a plus vraiment d'avantages sociaux au niveau des employeurs. Les fonds de pension, les gars, t'as fait là. Oui, on n'en aura pas. Les assurances collectives, ben ouais, te coûte le 3/4 de ta paye, puis pour avoir un remboursement de 0,5 % sur tes médicaments, genre. Fait que, tu sais, je pense que notre relation par rapport à l'emploi n'est plus du tout la même qu'avant, ben oui, je travaille, mais j'ai quelque chose d'équivalent en retour qui vaut la peine. Là, aujourd'hui, on travaille, on n'a plus cet équivalent-là qui vaut la peine en retour. Les employeurs n'offrent plus du tout les mêmes conditions, etc. Fait que notre relation par rapport à l'argent, c'est plus pour la liberté, pour nous permettre de faire des choses quand on a envie de le faire, mais il faut faire attention quand même parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui me disent « Ouais, mais regarde, pourquoi j'investirais dans 5 ans, la planète elle va être en feu puis on n'existera plus. » Perds pas espoir. Laisse-moi le temps de changer le monde, OK? Là? Mais non, mais tu sais, il faut quand même prévoir ça parce que même si dans notre tête, on est super nihiliste, on croit pas en l'humanité, on voit comment ça va aux États-Unis, les Gaza, Palestine, etc., bien, c'est facile de se dire, OK, on va tout flamber, on va profiter du moment, puis on s'en fiche, l'avenir, il n'y en aura pas anyways. Profite du moment. Mais prévois quand même un petit peu ton avenir. Trouver un juste milieu. De toute façon, c'est des réactions qui sont émotionnelles, comme tu parlais tantôt. Là, on est dans la peur, dans l'anxiété. Dans la colère aussi envers la société, je pense. Là, on le voit de plus en plus, même aux États-Unis, avec, je sais pas si je peux dire ça, les meurtres qu'il y a eu, qu'on pense juste au CEO de... comment ça s'appelle? United Health Group, qui a été assassiné en pleine rue de New York. On pense aux sénateurs aussi qui ont été assassinés chez eux. Je pense que aujourd'hui, notre relation par rapport à ceux qui contrôlent le système, le jeu dans lequel on est, bien là, on est de retour à la Révolution française ou presque. Oui. Fait que j'ai l'impression qu'il faut qu'on garde espoir, qu'on est capable de s'en sortir, mais si tout le monde se dit « Ah non, fuck it », désolée, j'ai dit un mot méchant. Si tout le monde se dit « Tant pis, ça n'existera plus, la planète, dans 10 ans », ben ça n'existera plus, la planète, dans 10 ans, parce qu'on va tout avoir baissé les armes, mais il faut vraiment pas abandonner. Et je pense que c'est la raison même de pourquoi on est là. Oui. Ceci dit, j'ai l'impression quand même que, tu sais, c'est vrai que, disons, les baby boomers puis tout ça ont eu des opportunités puis des privilèges qu'on n'a pas. Mais ce que j'ai envie de dire qu'on peut pas leur enlever, c'est qu'ils ont pris des risques. Absolument. Ils ont pris des risques, puis j'ai l'impression que la prise de risque, c'est quelque chose que les gens font de moins en moins. Tu vois, moi, je pense que c'est le contraire. Oui? Oui. Moi, je pense que les gens prennent de plus en plus de risques, mais c'est de moins en moins des risques calculés. Ah oui, c'est ça, il y a la nuance. Oui. Genre, on voit des annonces Forex, crypto... Ah oui, moi, je parlais pas ça pour moi, c'est juste comme... c'est évident pour toi, mais pour des jeunes. Oui. Ça, des fausses promesses, ils n'arrivent peut-être pas à l'identifier. Faire de l'argent rapide, faire... Tu sais... Ah oui. Moi, je te parlais de faire des placements risqués. Oui, aussi. Mais tu sais, hein, les femmes, là, en plus, là, on devrait vraiment... on a une meilleure tolérance au risque. Là. Déjà, je pense que c'est par rapport à notre physionomie, notre biologie, le fait qu'on accouche et que nous sommes capables de tolérer des souffrances... la survie du clan. Inhumaines!
l'argent! Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, quand on parle d'investissement, mais nous, les femmes, on est capable de vraiment mieux tolérer les chutes boursières qu'il y a. Puis quand on compare, par exemple, un homme versus une femme qui aurait investi de la même manière pendant 30 ans, mais au final, la femme va avoir fait beaucoup moins de transactions, qui va avoir coûté des frais de transaction, perdu de l'argent parce qu'elle a eu peur que, ça s'en va vers la chute, etc. Fait que les femmes, on a vraiment une meilleure tolérance au risque, sans blague. C'est vraiment intéressant. Ouais. Puis pourtant, les femmes, c'est celles qui investissent le moins parce qu'il y a encore les inégalités salariales, parce qu'elles pensent que l'argent, c'est pas nécessairement quelque chose qui est important, le mari s'en occupera, mari riche, etc. Deviens le mari riche. Ou même pas mari riche, je me dis, mon chum, il est bon là-dedans, mon chum, il aime ça. Moi, j'aime ça leur prouver que leur chum, il est pas si bon que ça. C'est ça. Puis, tu me disais qu'une des raisons pour laquelle tu as lancé ton entreprise, c'est que tu souhaitais informer les jeunes. Ouais. Je sais, là, tu l'as nommé, tu as une clientèle de tout âge, oui. là, puis il y a plein de gens qui peuvent venir dans ta compagnie, mais j'aurais aimé ça que tu nous dises, c'est selon toi un parent qui souhaiterait outiller son enfant, là, commencer à éduquer. Parce que moi, je me suis rendu compte que j'ai pas eu d'éducation financière, Puis ni à c'est l'école. pas de la faute de tes parents, ni la tienne. Non. Tu sais, moi, mes parents, là, c'était comme mon père faisait ses impôts, ses trucs, il était à un étage, on ne dérangeait pas, on allait jouer dehors, puis on revenait plus tard. Moi, osé demander le salaire annuel à mon père. Oui, il y avait des tabous, tu sais. Ouais. Puis une fois adulte, mais je suis devenue une adulte responsable, puis je me suis dit, ben là, il faut que je m'occupe de moi, tu sais. Mais j'aimerais ça, moi, pour mes enfants, tu sais, les outiller davantage. Ce serait quoi les premières étapes? J'ai tellement de choses que j'aurais envie de dire présentement. Je travaille sur quelque chose, c'est tout ce que je veux dire. Okay? On garde ça à l'affût. On garde ça à l'affût. Mais je travaille sur quelque chose, pour vrai, qui est en lien avec cette question. Spécifiquement pour ça. Parce qu'il n'y a rien présentement c'est ça. là-dessus. Non. Il y en a un peu aux États-Unis, mais c'est pas les mêmes réalités de toute façon financière. Puis c'est en anglais. C'est jamais concret de toute façon. Ouais. Un jeune, ce qu'il a besoin de savoir, là, c'est pas de savoir c'est quoi nécessairement la différence entre un CELI, un REER, un CELIAP. OK, fine, il connaît les grandes lignes, on est good. Lui, ce qu'il a besoin de savoir, c'est comment concrètement il peut appliquer ces notions-là à sa vie de tous les jours. Oui. C'est tout. Après ça, quand on rentre dans l'hypothétique, dans la théorie, c'est sûr, les jeunes, ils vont décrocher là, en lisant des livres blancs, noirs et blancs. Oui. Même moi, je décroche après la 3e page. Là. Oui. Nous, on a tendance, on a un garçon d'11 ans à la maison, puis on a tendance à lui dire la valeur des choses, lui dire ça coûte trop cher parce que quand c'est en spécial, c'est moins cher. Des bananes, ça vaut tant. Puis tu sais, pas dire « Ah non, j'ai pas d'argent pour ça mais comme j'ai pas envie de placer mon argent là-dedans. » C'est des bons réflexes. Oh mon Dieu, tellement! Parce que c'est tellement drôle que tu me parles de ça. Justement, hier, je parlais avec une de mes conseillères dans mon équipe. Son chum, lui, vient d'un milieu très aisé, OK? Puis elle, tu sais, ses parents étaient sur l'aide sociale. Fait qu'on est vraiment dans deux pôles complètement opposés. Puis elle a encore le réflexe d'acheter souvent des choses pas chères. Alors que lui, il va acheter une fois une chose qui coûte vraiment plus cher parce qu'elle va être plus durable. Fait que ça, elle en prend de plus en plus conscience puis est en train de changer son mindset pour ressembler plus à celui aisé, du milieu aisé, etc. Mais c'est con, ça, c'est quelque chose qui est tellement inconscient. C'est quelque chose qu'on transmet à nos enfants en leur disant « Oh non, maman n'est pas assez riche. Maman... » Apporte la chose autrement. Oui. Ça serait le fun, mais je trouve que ça serait mieux. Oui. Fait qu'au final, l'enfant est capable de réaliser que, OK, chaque chose a une valeur, mais ça ne veut pas nécessairement dire que cette valeur monétaire-là va avoir la même valeur mentale pour ma maman ou pour moi, là. Oui, c'est ça. Puis là, adolescent, il commence à gagner des sous, disons, et tout. Est-ce qu'on inculque déjà l'épargne, de mettre de l'argent de côté? Est-ce qu'on se mêle du budget de notre ado? Bien, je pense que c'est une question de coopération. Si notre ado est vraiment fermé, qu'il ne veut pas vraiment discuter avec les parents, bien, aborder le sujet en premier, ça risque... On risque de parler à un mur, là. Ouais. Si jamais, par contre, c'est un sujet qui revient un petit peu plus à l'école. Là. Déjà, il y a en secondaire 5, là, il y a les cours d'économie là, qui sont de retour, chose que nous, on n'avait pas dans notre temps. Là. Bon, fait que déjà, c'est un sujet qui devrait comme être un petit peu plus à l'aise au niveau des discussions familiales. Mais sinon, si jamais notre enfant est quand même ouvert, qu'on a une belle relation avec lui, why not? Why not lui montrer comment que nous, on fait notre budget? Why not lui montrer qu'est-ce que ça fait, l'intérêt composé dans nos propres placements? Un jour, ça va être ton héritage, mon enfant, là, tu sais. Fait que déjà, inculquer des connaissances par rapport à ce que nous, les parents, on fait, bien, ça donne un tellement bel exemple à l'enfant de comment on peut gérer, nous autres aussi, quand on va être rendu là, ou même quand on est ado, qu'on commence à recevoir des payes, bien là, papa, maman, ils font 50, 30, 20.
ben peut-être que je devrais faire 50-30-20 moi aussi. Ouais. J'ai un client, sa fille, ça fait longtemps que c'est mon client, là. Sa fille, je pense qu'elle avait 6 ans là, quand je l'ai rencontrée, mais là, elle vient d'avoir 12 ans. Elle a tondu des gazons cet été. Oui. Elle a eu son premier argent de poche. Puis elle suit mes vidéos sur les médias sociaux. Cute! Elle a demandé à son père d'avoir une rencontre avec moi pour que je lui dise quoi faire avec son 150 $. Je lui ai expliqué l'intérêt composé, l'effet boule de neige. Je lui ai expliqué la différence entre son REE et le CELI de son papa. Je lui ai dit, si tu mets ton argent dans ton REE, tu vas avoir un 30 % de subvention gouvernementale, de même gratuit, mais tu ne pourras pas le retirer avant tes 17 ans et tes études post-secondaires. Ou bien, tu peux déposer cet argent-là dans le CELI de ton papa. Il n'y a pas de 30 % de subvention supplémentaire, mais par contre, tu peux le retirer n'importe quand. Puis là, elle était comme, mais je sais pas. Je suis comme, hey, tu sais ce qui est magnifique? Pense à tes affaires, jase-en avec tes parents, puis reviens-moi quand tu as pris ta décision. Le lendemain, son père, il m'écrit, ouais, ça va aller dans son REE finalement. Cute! Fait que 12 ans, c'est pas trop tard. Je te dis, c'est pas trop tôt, je veux dire. Il n'y a jamais de trop tôt pour quoi que ce soit. Encore moins quand c'est un langage. Là. Hey, on commence à parler, on n'a même pas 1 an, puis on dit déjà des mots. On est capable en masse de comprendre aussi certains mots financiers. Là. Oui. Moi, quand j'étais enfant, je suis née dans les années 80, quand j'étais enfant, il y avait beaucoup d'argent comptant. Je me rappelle même de... Quand j'avais mon... Oui, c'est ça, des scènes, ça existait. Je me rappelle de quand on a ouvert mon compte chèque puis ma carte débit, qu'il y avait la madame de la caisse scolaire qui est venue puis qui expliquait à moi et à ma mère en même temps comment utiliser la machine avec la carte débit puis tout, tu sais. J'ai l'impression quand même que le rapport à l'argent cash, l'argent comptant pour les enfants, c'est plus concret. Tu sais, ils voient 4 billets de 20, ils voient un 5, un 10. Là, avec une carte débit ou une carte crédit, c'est risqué quand même. Bien, il y a quelque chose de vraiment intéressant avec les caisses scolaires des jardins qui est un budget pour les enfants. Puis tu peux vraiment comme cocher, OK, 1 $, tu as le signe de 1 $. Fait que là, tu sais, si tu mets un chiffre 20 $, tu peux le décliner en plusieurs billets ou monnaies. Fait que ça les aide beaucoup aussi à être capable de rendre concret quelque chose qui ne l'est pas. Mais c'est sûr que physiquement, c'est beaucoup plus simple pour eux de comprendre, mais je pense quand même qu'ils ont les capacités cognitives amplement développées pour être capables de comprendre l'argent virtuel aussi. Parce qu'ils sont nés aussi dans cet environnement-là, cet univers virtuel-là. Le cerveau d'un enfant, c'est une éponge. Oui. Après ça, arrange-toi pour que l'éponge, elle absorbe, ça soit la bonne affaire. Oui. On parle quand même assez là, de l'écart générationnel entre les réalités d'hier, celles d'aujourd'hui et tout. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se sent en retard dans sa vie? Tu sais, genre, j'ai 40 ans, puis je suis en appart, j'aurais aimé ça avoir une maison, j'ai manqué le bateau, il faut l'acheter en 2019, tu sais. Ben non, t'as pas manqué le bateau. Bravo de m'en avoir parlé. Puis maintenant qu'on sait c'est quoi que tu veux, ben on va travailler pour l'avoir, puis mettre les stratégies concrètes qui sont raisonnables aussi, parce qu'il faut que tu vives ta vie de tous les jours aussi, pas juste prévoir le futur. Puis tu vas y arriver. Ouais. Il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a rien qui est impossible. T'es quelqu'un qui a beaucoup d'espoir. Je trouve que tu es assez positive par rapport à ça. D'où tu l'attires comme ton... Qu'est-ce qui fait que tu gardes espoir puis que tu n'es pas négative par rapport à l'avenir financier? Si je suis négative, comment est-ce que je vais être capable de continuer à avancer et changer les choses pour le meilleur? Oui. Je te dis, c'est vraiment juste ça. Puis c'est ma mission, hein, depuis que je suis toute petite, là, les inégalités sociales, ça m'a toujours vraiment, vraiment affectée. Fait que moi, je me réveille pas le week-end en me disant « Oh non, j'ai pas envie de combattre les inégalités sociales par l'éducation financière. » Je pense vraiment que mon idée, c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir changer le cours de l'histoire. C'est pas une blague, là. Bon, peut-être que je vais traverser la rue tantôt puis je vais décéder puis évidemment, ça va être fini, là. Mais si tout va bien, moi, mon but, c'est vraiment de faire tomber le capitalisme. C'est pas une joke. Salut, gang! Non, mais j'ai plein de clients aussi ou d'abonnés qui sont comme « OK, c'est quand la révolution? » là? Puis, tu sais, il faut qu'on combatte le feu par le feu. Fait que si le problème, c'est l'argent, ben aussi bien jouer à l'argent jusqu'à temps qu'on puisse changer de jeu. Oui. Puis, tu sais, quand on y pense, on a comme toujours été des entrepreneurs dans l'histoire du temps, dans le sens que, tu sais, on échangeait un pot de miel contre du lait, tu sais, du troc et tout. Ça a tout le temps fait partie de l'accessibilité des gens, de connaître la valeur de leurs biens, de leurs actifs, tu sais. L'économie locale,
C'est ça qu'on a besoin. Sérieusement, recréer un sens de communauté. It takes a village, là. Ouais, essaye de It takes a village quand que tout le monde est en appart puis ils se parlent pas, là. Bonne chance. Après ça, le gaspillage alimentaire. Si on avait une communauté, il n'y aurait pas de gaspillage alimentaire. Tout le monde mangerait tout. Oui, il y a assez de bouffe pour tout le monde. Déplacement, ben écoute, t'as besoin d'aller à telle place. Ah, ben, je vais y aller en même temps. T'as besoin que j'achète quoi? Tu sais, moins de pollution, moins de... Plus un retour à un beat de vie qui est humain, pas... numérique, pas vitesse de l'éclair instantanée. Je pense qu'on est vraiment tous déconnectés, mais c'est parce que l'argent a fait en sorte qu'on est tous déconnectés. Le capitalisme, ça fait en sorte que si on avait l'opportunité d'habiter ensemble, ben, le capitalisme, lui, il s'arrangerait pour qu'on n'habite pas ensemble parce que ça va faire en sorte que tu vas acheter un savon, puis moi, je vais en acheter un aussi, au lieu d'en avoir un à deux. Tu comprends? Fait que le capitalisme, en soi, il est fait pour diviser les gens. Mais pourquoi est-ce qu'on l'utiliserait pas à la place pour rassembler les gens? Oui. C'est intéressant, je trouve, ce discours-là de la part de quelqu'un qui s'intéresse aux finances, au placement et tout, tu sais, Je suis vraiment un martien. Oui, c'est ça. Mais je trouve que ça fait du sens, tu sais. J'avais une amie qui me disait que écologique, c'est économique, tu sais. Oui. Puis l'écologie, pour moi, c'est dans tous les sens du terme. Ça peut être de partager, effectivement. Ça peut être... tu sais, c'est pas juste d'être super grano, là. C'est comment on prend soin des autres, comment on juste ralentit. La surconsommation, en soi, si c'était pas le capitalisme... Il n'y en aurait pas là, des gugus qu'on n'a pas besoin. Là. Tout le monde, son temps serait alloué à créer des choses essentielles parce que on ne serait pas en train de faire du 8 à 5 dans une usine à produire des biens que la personne avait acheté 3 cents et demi sur chaîne puis l'utiliser 2 fois. Là, on serait en train de cultiver des aliments, d'établir des relations communautaires pour développer l'intelligence de nos enfants, la débrouillardise. Je pense qu'au final, ça partait d'une bonne idée parce que, tu sais, justement, tu parlais du troc tantôt, là. Mais si jamais tu venais me voir avec du miel, là, à me donner, mais moi, j'aime pas ça, le miel, j'en ai pas besoin, là. Ouais. Mais toi, tu as besoin de mon pain, par exemple, là. Mais là, je te dirais, peut-être que celui qui a des clous là-bas, il en aurait besoin du miel, là. Fait que là, toi, tu passerais la journée à faire le tour de parce que là, peut-être que le boulanger, il va avoir besoin des clous que, là, j'ai réussi à avoir grâce à... C'est compliqué. Ça devient compliqué à un moment donné. Fait que le capitalisme, en soi, il part de quelque chose qui simplifie les échanges, les transactions, l'économie globale, avec la mondialisation aussi, que ça soit possible d'échanger des biens ou du savoir avec quelque chose, un jeton qui est tangible. Oui. Mais au final, ça l'a aussi fait le contraire. C'est que là, tout s'échange tellement vite, tout est tellement en mode surconsommation, hyper vitesse. On produit trop, on s'en épuise, on s'épuise... en tant qu'humain, à produire trop, à consommer trop. Oui. Puis finalement, on est complètement déconnecté de ce qui fait qu'on est des êtres humains, c'est-à-dire la communauté. Mais je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis en ce moment, c'est que tu viens remettre en question la croyance que justement l'intérêt pour l'argent ou avoir une santé financière ou même un certain wealth, c'est une fortune, tu sais, c'est pour le monde qui sont pro-capitalisme, qui ne sont pas dans des valeurs comme ça communautaires. Là, toi, tu dis, on peut combiner les deux. Absolument. C'est juste que ça n'a jamais été fait. C'est ça, mais c'est possible. Ben oui, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui n'a jamais été fait que c'est pas faisable. C'est sûr qu'après ça, les gens, ils vont tout le temps te dire que c'est pas faisable jusqu'à temps que tu réussisses à le faire. Fais-le. Oui, c'est ça. Si on veut, là, quelqu'un nous écoute puis se dit « Ah, ça m'inspire, là, j'ai ces valeurs-là, je veux prendre soin des autres, mais je veux prendre soin de moi aussi, tout. » Ça serait quoi les premières étapes concrètes pour quelqu'un qui aimerait prendre soin de ses finances? Peut-être se dire « J'avoue, j'ai pas d'assurance, j'ai des enfants, j'ai aucun placement, mais j'ai l'impression que, tu sais, je fais 65 000 par année, j'ai pas les moyens, tu sais. » C'est ça, il est où mon 65 000 après impôt, je n'ai 40. Non, mais premières étapes. Pour venir réserver avec nous, nos rencontres sont tout le temps gratuites. J'ai des conseillers partout au Québec. On est tous en vidéoconférence. On n'est pas dérangeant, là. On ne viendra pas chez toi en personne que tu dois faire le ménage avant. Puis, tu sais, nous, on va te suivre toutes nos vies, là. Fait qu'on va partir de où tu es. Ça ressemble à quoi un accompagnement, mettons? Première rencontre, comme chez le médecin, hein? On est les médecins des finances, je m'amuse toujours à dire, là, les médecins généralistes des finances. Bien, quand tu t'en vas voir le médecin, il faut que tu lui expliques c'est quoi tes problèmes, c'est quoi tes symptômes. Lui, il va faire des recherches pour déterminer c'est quoi le vrai problème sous-jacent et t'apporter des traitements, de la médication éventuellement. Si jamais il n'arrive pas avec ses propres connaissances à lui à régler le problème, bien, il va t'envoyer voir un médecin spécialiste. Même chose avec nous. Nous autres, première rencontre,
Hey, c'est plate, la première rencontre. J'apprends à connaître plus mes clients que leur propre famille puis leurs amis. Je te dis, hey, j'ai vraiment pas de fun à faire ça, moi. Fait que non, la première rencontre, c'est vraiment ça. Je rapatrie toutes les informations. À quoi ça ressemble ton compte chèque? T'as-tu un CELI? T'as-tu un ancien fonds de pension? Tes assurances auto? Tout, je te le dis, là. Après ça, deuxième rencontre, on y va une étape à la fois. On repasse à travers le budget que mon client il a fait comme devoir, parce qu'il y a des petits devoirs à faire. J'adore. Ouais, fait que comme ça, moi, ça me permet d'aller voir, OK, où est-ce que je peux libérer des liquidités? Où est-ce que je peux peut-être consolider des dettes pour que mon client puisse enfin arrêter de juste payer des intérêts puis être capable de rembourser son capital et en plus pouvoir investir. Fait qu'une fois qu'on a fait le tour du budget, on ouvre un fonds d'urgence. Avant d'investir, avant d'avoir des assurances, ça te prend un fonds d'urgence parce que t'as bien beau faire les meilleurs investissements de l'univers. Si t'as pas de fonds d'urgence puis que t'as pas le choix d'aller piger dedans, puis Cheetos aux États-Unis a décidé qu'aujourd'hui, ça y tentait de foutre la bourse dans le rouge, ben là, tu viens de perdre de l'argent, t'es pas plus avancé. Fait que, tu sais, une étape à la fois, on fait le fonds d'urgence, après ça, on fait le tour des investissements, puis on termine avec les assurances. OK. Une chose à la fois. Une chose à la fois. Ouais, baby steps. On y va au rythme du client. Hein. Tu sais, il y en a des clients qui ils en mangent, là, puis c'est comme ça va pas assez vite, puis ouais, let's go. Puis autant qu'il y en a qui sont comme, ouh, le cerveau, il commence à avoir un petit peu de fumée qui sort par les oreilles, là. Correct, on arrête ça là, on reprendra la prochaine fois. Une chose à la fois. Au final, on va y arriver pareil. C'est pas le lièvre qui gagne, là, c'est la tortue. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de cet épisode-là, si on avait un seul message à retenir? Continuer à rêver. Oui. C'est beau, continuer à rêver. Oui. Les finances, c'est un outil pour atteindre nos rêves. Faut pas le voir comme une embûche, faut pas le voir comme un problème, faut le voir comme un outil. Merci, Gab. Ça fait plaisir. Merci à toi. C'était fou le fun. C'était vraiment le fun. C'était vraiment intéressant. Oui. J'aime beaucoup l'énergie que tu amènes à parler de ce thème-là. Ça le rend très concret, très humain. Tes questions étaient extraordinaires. Vraiment, là, j'ai eu beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et d'avoir pris ce moment pour vous dans cet épisode de Créer, Grandir, Soigner. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur Spotify, YouTube ou votre plateforme préférée. Si cet épisode vous a plu, laissez un avis ou un commentaire. C'est toujours apprécié et ça nous aide énormément dans notre mission à faire rayonner la santé mentale. D'ailleurs, n'hésitez pas à le partager à une personne qui vous est chère. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, TikTok et Instagram. Pour aller plus loin dans votre bien-être et votre épanouissement, nos cliniques vous accueillent avec une équipe dédiée à la santé mentale et au mieux-être. Découvrez tous nos services, ateliers et retraites sur centrethérapeutiqueboréal.com. Quelques petits mots importants. Ce podcast est proposé à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne remplace en aucun cas un avis, un diagnostic ou un traitement médical, psychologique ou thérapeutique professionnel. Si vous avez des préoccupations concernant votre santé mentale ou physique, nous vous encourageons à consulter un professionnel qualifié. À très bientôt!